Le lait, c'est l'un des aliments les plus controversés. Pour certains, il est indispensable, pour d'autres, il est inflammatoire, indigeste, voire carrément toxique. Dans cet épisode, on va essayer de comprendre une chose simple. Quand on parle d'intolérance au lait, de quoi parle-t-on vraiment? Est-ce que c'est toujours une intolérance au lactose? Est-ce que le problème vient du lait lui-même ou du contexte dans lequel on le consomme? Et on va essayer de comprendre ce que recouvre vraiment le terme d'intolérance au lait. Et bien évidemment, est-ce qu'il existe des solutions? Je m'appelle Mathis, je suis biologiste et dans NutriCode, je décortique la nutrition, le sport et la santé à partir des mécanismes scientifiques appliqués à la vraie vie. Le lait, c'est probablement l'un des aliments qui déclenche le plus de réactions. Pour certains, c'est un incontournable et pour d'autres, c'est la cause de tous leurs problèmes digestifs. Et au milieu, il y a énormément de gens qui disent simplement le lait, ça passe pas. Le problème, c'est que dans cette phrase-là, on peut vouloir dire beaucoup de choses différentes. Et c'est exactement pour ça qu'on se trompe souvent quand on parle d'intolérance au lait. Dans cet épisode, l'idée, c'est pas de dire si le lait est bon ou mauvais, mais de comprendre pourquoi, chez certaines personnes, il peut poser problème, et surtout pourquoi les raisons ne sont pas les mêmes d'un individu à l'autre. Avant de rentrer dans les mécanismes, il faut déjà clarifier un point important. Quand on parle d'intolérance, on met souvent tout dans un même sac. En pratique, quelqu'un peut avoir des ballonnements, des douleurs, des troubles du transit, parfois même des symptômes qui dépassent le système digestif, et appeler ça finalement une intolérance au lait. Mais derrière ces symptômes, les mécanismes peuvent être complètement différents. Et si on ne fait pas cette distinction, on va se retrouver à appliquer des solutions qui ne correspondent pas vraiment à notre problème réel. La première cause, et de loin la plus fréquente, tu t'en doutes, c'est le lactose. Donc le lactose, c'est quoi? C'est un sucre naturellement présent dans le lait, et pour pouvoir l'absorber, ton organisme doit d'abord le découper en deux sucres plus simples, le glucose et le galactose. Donc cette étape, elle va dépendre d'une enzyme produite par l'intestin, la lactase. Quand tout fonctionne normalement, le lactose il va être digéré dans l'intestin grêle, absorbé, et finalement, il ne se passe pas grand-chose. Tu fais de l'énergie à partir du lactose. Pas de symptômes, pas de fermentation excessive. Mais chez certaines personnes, la production de lactase va être insuffisante, et dans ce cas-là, le lactose n'est pas correctement digéré. Il va continuer son chemin plus loin dans l'intestin jusqu'à atteindre l'iléon terminal puis le côlon, et c'est là que les problèmes commencent. Le lactose qui est non digéré va attirer de l'eau dans la lumière intestinale, il va être fermenté par les bactéries de l'iléon ou du côlon, et cette fermentation elle va produire des gaz et une augmentation de la pression osmotique. Donc concrètement, ça va se traduire parce que beaucoup de gens connaissent très bien des ballonnements, des gaz, des crampes, des selles qui vont être plutôt molles, voire même de la diarrhée. Ce mécanisme, il est très bien décrit sur le plan physiologique et il explique une grande partie des intolérances dites au lait, entre guillemets. Ce qui est important de comprendre ici, c'est que la production de lactase n'est pas un interrupteur on-off. C'est pas quelque chose qui est soit totalement présent, soit totalement absent, hein. Chez beaucoup de personnes, la capacité à digérer le lactose, elle va être partielle. Ça veut dire que certaines personnes, certaines quantités passeront très bien, et que pour d'autres, elles vont pouvoir poser problème. Et c'est pour ça que certaines personnes vont tolérer un yaourt, mais pas un verre de lait, ou un peu de fromage, particulièrement le fromage à pâte dure qui est affiné plus longtemps et qui contient donc moins de lactose, et pas forcément d'autres types de fromages à pâte molle par exemple qui vont contenir plus de lactose. La dose, elle va compter énormément. Et la forme du produit laitier aussi, hein, un petit peu ce que je viens d'expliquer par rapport au fromage par exemple. Et bien évidemment, on a également le contexte digestif qui va compter. C'est d'ailleurs pour ça que supprimer totalement les produits laitiers n'est pas toujours nécessaire dans ce cas-là, hein. Il existe plusieurs stratégies assez simples à tester pour savoir si tu es concerné et pour personnaliser ton approche. Donc la première, ça va être simplement de réduire les quantités par prise. En moyenne, les études ont montré qu'on peut consommer entre 10 et 12 grammes de lactose en une seule fois, et beaucoup de personnes vont tolérer de petites quantités réparties dans la journée, bien plus qu'une grosse charge de lactose d'un seul coup. Chez certaines personnes, une exposition progressive peut aussi améliorer la tolérance, alors probablement via une adaptation du microbiote et de la réponse, on va dire, de l'intestin grêle à la présence du lactose, un petit peu comme ce qu'on pourrait observer avec les fibres alimentaires, où on va avoir beaucoup de personnes qui vont associer les haricots secs, les légumineuses de façon générale,
à quelque chose qui donne énormément de flatulence. Mais quand on regarde un petit peu ce qu'elle consomme, finalement, elle ne mange jamais, hormis le cassoulet de l'année avec une quantité énorme. Et là, forcément, c'est la foire au gaz et aux troubles digestifs. Et on le remet de côté après parce que finalement, ça cause vraiment beaucoup de problèmes digestifs, ces légumineuses. C'est un petit peu la même chose avec les produits laitiers, même si la façon d'agir est différente, mais la logique est la même. On va essayer d'introduire progressivement, d'exposer progressivement le microbiote à ces composés pour, de un, préparer le corps, préparer l'intestin à de plus grosses quantités de ces substances-là, mais également pouvoir trouver notre tolérance personnelle. Les études, comme je disais, montrent qu'en moyenne, on tolère entre 10 et 12 grammes de lactose en une seule fois. Certaines personnes vont en tolérer bien plus, certaines personnes vont en tolérer bien moins. Et c'est là que l'introduction progressive va être hyper intéressante pour pouvoir préparer le corps et trouver ce qui fonctionne pour nous. Donc ça, c'est la première chose par rapport au lactose. Alors la deuxième, ça va être évidemment de privilégier des produits qui sont naturellement plus pauvres en lactose. Alors on pourrait penser au beurre qui en contient très peu. Alors le beurre, pour le coup, ça va être une très grosse source d'acides gras saturés, donc à consommer avec modération. Mais généralement, les personnes qui ne tolèrent pas ou très peu le lactose n'ont pas de problème avec le beurre. Le ghee, c'est la même chose. Vous avez juste les protéines qui sont absentes dans le ghee, donc ça pourrait être intéressant dans un second temps, j'y reviendrai. Vous allez avoir les fromages à pâte dure également, hein. Certains yaourts qui vont être mieux tolérés, notamment grâce à la fermentation et donc à la diminution de la quantité de lactose. Bref, l'idée, c'est de privilégier des aliments qui vont contenir moins de lactose. Et de tester, pareil, même logique, avec une exposition progressive. Pourquoi pas commencer avec des produits qui vont être plus pauvres en lactose, monter progressivement, puis passer à des produits qui sont plus riches, entre guillemets, en lactose, là aussi en augmentation progressive, toujours dans l'optique de trouver ce qui nous correspond le mieux. Il existe également des compléments de lactase qui peuvent être utiles dans certaines situations, même si évidemment ça ne règle pas le fond du problème. Mais ça reste quelque chose qui peut être extrêmement pratique quand on ne mange pas chez soi, quand on va au restaurant ou que sais-je. Ça permet d'avoir toujours la possibilité de ne pas micromanager sa quantité de lactose et finalement c'est assez pratique. Ensuite, il ne faut pas oublier que certains troubles digestifs sous-jacents peuvent venir perturber la production de lactase. Le meilleur exemple, ça reste la maladie cœliaque active. Pourquoi? Parce que l'activation de cette maladie va venir perturber le fonctionnement des microvillosités au niveau de l'intestin grêle, et c'est bien au niveau de ces microvillosités que la production de lactase se fait. Donc vous allez avoir une diminution de la production. Vous allez pouvoir également avoir des effets similaires après une gastroentérite récente, après différents types de dysbiose post-antibiotiques, un SIBO également, donc une prolifération de bactéries dans l'intestin grêle, bref, tout ce qui peut toucher la fonction de ces microvillosités au niveau de l'intestin grêle va pouvoir venir impacter la production de lactase. Et dans ce cas-là, le lactose devient parfois un révélateur plutôt qu'une cause principale. Mais le lactose, il n'explique pas tout. Il y a d'autres mécanismes beaucoup plus rares pour le coup, mais qui peuvent être pertinents chez certaines personnes. Et le deuxième mécanisme dont on va parler va concerner les protéines du lait, et plus précisément certains peptides issus de la digestion des caséines. Ces peptides s'appellent les casomorphines. Donc les casomorphines, c'est quoi? Ce sont des fragments de protéines qui peuvent être libérés lors de la digestion de certaines formes de bêta-caséine. Je pense notamment à la bêta-caséine A1. Peut-être que tu connais les produits laitiers A1 et les produits laitiers A2. On en parle aussi de temps en temps sur les réseaux. Eh bien, les produits laitiers A1, ce sont les produits qui contiennent la bêta-caséine A1, justement. Certaines casomorphines, comme la bêta-casomorphine 7, vont avoir une activité opioïde légère. Donc ça ne veut pas dire que le lait agit comme une drogue, hein. On parle d'interactions assez faibles, transitoires, avec des récepteurs qui vont être impliqués dans la motilité intestinale particulièrement, et éventuellement certaines fonctions neurologiques. Donc chez la majorité des gens, ces peptides n'ont probablement aucun effet perceptible. Mais chez une minorité de personnes, ils peuvent venir ralentir le transit intestinal, modifier certaines sensations digestives ou entraîner divers symptômes assez peu spécifiques. Dans mon cas, par exemple, la consommation répétée de certains produits laitiers va venir entraîner un ralentissement progressif du transit. Donc si j'en consomme un jour, ça passe à peu près. Si je persiste, par contre, les choses empirent progressivement jusqu'à une constipation très
très sévères, hein. Donc ça, c'est pas une généralité, c'est une observation individuelle, hein, c'est un n égale 1, mais c'est quelque chose que je vois régulièrement en consultation, en tout cas, pas tout le temps non plus, mais assez régulièrement pour le mentionner. Ce type de profil-là existe bel et bien. Il y a des études qui s'y intéressent, alors c'est encore assez flou. On observe d'ailleurs des phénomènes similaires chez certains nourrissons, avec des troubles sévères de la motilité intestinale quand ils consomment certaines formules, notamment certaines formules de croissance, etc., où on va retrouver une grosse quantité de produits laitiers, généralement A1. Les signes associés, ils peuvent être différents de ceux du lactose, hein, pour le coup. On va plutôt parler de constipation, de ralentissement digestif, mais éventuellement aussi de réactions cutanées, de brouillard mental, de baisse de motivation chez certaines personnes qui vont être particulièrement sensibles. Donc dans ces situations-là, les stratégies, elles sont différentes, hein. L'idée, c'est de tester déjà des produits laitiers issus de vaches A2 ou alors des produits type lait de chèvre, lait de brebis, et ça peut parfois faire une différence, hein. Par exemple, dans mon cas, pour revenir à ce que j'expliquais, je n'ai aucun de ces problèmes-là avec du lait de chèvre ou avec du lait de brebis, par exemple, hein. Là aussi, on peut éventuellement essayer de réduire les quantités de caséine à 1 par prise, donc du lait classique, mais en prenant moins, voir comment on y réagit. Pour le coup, en ce qui me concerne, hein, ça n'a aucun impact, même des petites quantités. S'il y a une répétition des prises, ça va avoir le même impact, malheureusement. On peut aussi privilégier des produits qui vont contenir peu ou pas de caséine, hein, comme par exemple la whey isolate, hein, qu'on peut trouver en complément alimentaire. Pareil, pour continuer sur mon exemple, hein, je n'ai aucun problème avec la whey isolate, par exemple, et ça fait sens. On n'a pas, ou très 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 peu, de traces de caséine, ou encore une fois, notre beurre, le ghee, etc., qui ne devraient pas poser de problème par ces mêmes mécanismes. Encore une fois, ce sont des pistes, hein, à tester individuellement, pas des règles générales. Et enfin, il y a un troisième mécanisme, alors celui-là encore plus marginal, mais qui mérite quand même d'être mentionné, ça va être les hormones présentes dans le lait. Donc le lait, il va contenir naturellement des hormones, et certaines études ont montré des variations hormonales transitoires après l'ingestion de lait, notamment chez l'homme. Dans ces études, on va par exemple observer une augmentation temporaire de certains œstrogènes, une diminution transitoire de la testostérone, de la LH, de la FSH après consommation de lait. Mais bon, il faut être très prudent avec ces résultats. Les effectifs sont très faibles, les mesures sont aiguës, pas du tout quelque chose de chronique et de répété, et ces variations ne permettent absolument pas de conclure à un effet hormonal chronique chez tout le monde, hein. Pour la majorité des gens, ces fluctuations n'ont probablement aucune conséquence clinique. Cela dit, chez des personnes qui vont être très sensibles sur le plan hormonal ou qui vont présenter déjà des déséquilibres, ça peut éventuellement contribuer à certains symptômes. Là aussi, encore une fois, il faut expérimenter pour en avoir le cœur net. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir une approche relativement logique aussi, qui va consister à réduire les produits laitiers qui vont être riches en graisse. Pourquoi? Parce que les hormones sont lipophiles. Elles vont se concentrer davantage dans la fraction graisseuse, dans la fraction grasse des produits laitiers. Et là, on va privilégier des produits laitiers qui vont être plus maigres. Et ça peut suffire parfois à observer une amélioration de la tolérance. Donc là encore, l'idée, c'est de faire une éviction temporaire pour servir d'outil d'observation, finalement, pas de solution définitive. Si on prend un peu de recul, ce que montre bien l'exemple du lait, c'est à quel point la nutrition est rarement binaire, hein. Dire le lait c'est mauvais n'a pas beaucoup de sens. Ce qui compte finalement, c'est la manière dont un aliment interagit avec un organisme donné, à un moment donné, dans un contexte donné. Chez certains, le problème sera simplement une question de lactose et de quantité de lactose. Chez d'autres, ce sera lié aux protéines, hein, par exemple, c'est mon cas. Et chez d'autres encore, au contexte digestif, hormonal, etc. Donc comprendre ces mécanismes, ça sert à éviter les conclusions hâtives et à faire des choix un petit peu plus éclairés. Et c'est vraiment ça l'objectif du podcast NutriCode, prendre le temps de comprendre là où tout va trop vite ailleurs et particulièrement sur les réseaux sociaux. Si tu apprécies ce format et que tu veux suivre les prochains épisodes, tu peux t'abonner à NutriCode sur Spotify, me laisser une évaluation, ça aidera vraiment le podcast à se développer. Et nous, on se retrouve très vite dans le prochain épisode pour continuer à décoder la nutrition, le sport, la santé appliquée à la vraie vie.